merci à ceux qui nous rejoignent, merci à ceux qui ont également écouté la première partie avec Thierry. Comment repartir sur de bonnes bases dans des temps si instables? Donc, mon intervention va se situer en trois moments. D'abord, en reprenant peut-être, mais je vais revenir rapidement sur cette première notion, en quoi on est aujourd'hui dans un monde incertain. Pourquoi est-ce qu'on fait face à un monde incertain et comment est-ce qu'on peut y faire face? Et pour y faire face, je m'appuierai sur la symétrie des attentions parce que je pense que ce concept, cette conviction, est sans doute un repère qui permet à chacun, parce que je suis convaincu que devant cette incertitude, en fait, il faut que chacun trouve son chemin. Et puis, je terminerai par 6 conseils pratiques qui peuvent vous permettre, en tous les cas, c'est mon vœu le plus cher, de mettre en place, si vous le souhaitez, telle ou telle action qui vous rapprocherait ou qui vous permettrait de vous servir de la symétrie d'attention. Donc, je vous donnerai 6 conseils pratiques pour que vous puissiez mettre la symétrie d'attention en place demain dans votre entreprise, dans votre environnement. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui après le confinement? Comme je vous dis, chacun semble tâtonner pour retrouver sa place dans ce qu'on a souvent appelé ce monde d'après, qui est aussi nos mondes de maintenant, et c'est en quoi nos repères sont si difficiles. Si on parle d'abord des clients, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les clients commencent à retrouver progressivement le chemin des magasins, à consommer, ils reviennent à une vie plus normale. On voit aussi, on en a parlé juste précédemment avec Thierry, leurs attentes, elles ont évolué. Certaines, elles préexistaient avant la pandémie, c'est vrai, mais beaucoup ont été amplifiées. On voit aussi que leurs attentes ou le niveau d'exigence des clients peuvent être très différents de l'un à l'autre. Et je crois que ça, c'est vraiment un des grands enseignements de cette crise, c'est qu'elles rendent nos exigences, même s'il y a des tendances, comme Thierry les explique très très bien, elles rendent nos exigences tout à fait singulières. Face à ces incertitudes, on se replie un peu sur soi, sur notre unité, et donc on est sur une singularité. Il y a des gens qui ressentent encore la relation, le fait d'aller faire leurs courses comme une véritable angoisse. Ils ont encore peur de la pandémie. Et puis, on a ceux qui se sentent libérés par les annonces du gouvernement et que les gestes barrières, à qui les gestes barrières ne posent pas de problème et qui sont très, très heureux de retourner à une vie plus normale, même s'ils portent un masque. Pour eux, ce n'est pas un problème. On voit en tous les cas que l'expérience, elle devient cruciale parce qu'on en a manqué, on a été un peu privé de notre lien social et que face à cette exigence, il faut de plus en plus aller vers une relation personnalisée, tout bien sûr en garantissant le respect des gestes barrières, des normes sanitaires. On me signale que le micro fait du bruit, voilà, merci. À la fois pour les collaborateurs, donc il faut faire attention à cette relation personnalisée, à la fois pour les clients, comme je viens d'expliquer, mais aussi pour les collaborateurs. Parce que les collaborateurs, eux aussi, ils ont vécu quelque chose de très, très singulier. Ils reviennent effectivement progressivement au travail après avoir expérimenté une phase de confinement qui a été subite. On s'est arrêté tous de travailler le 15 ou le 16 et ça a bousculé leurs repères en matière de façon de travailler. Certains, on le voit bien, sont ravis de retrouver un rythme normal, parce que certains avaient de la nostalgie dans ce temps de confinement, plus de temps près de leur famille, un rythme plus lent, mais ça n'a pas été vécu de la même façon par tout le monde. Il y a des personnes qui ont vécu de vraies fractures. Ils ont pu se créer au sein des équipes. Il y en a certains qui se sont trouvés très, très isolés en raison de ce confinement. Le télétravail a été vécu d'une certaine façon. Par certains, il a été bien vécu. On était content d'être chez soi, de pouvoir un peu s'occuper des enfants, de ne plus avoir à prendre les transports. Et puis pour d'autres personnes, le télétravail a été vécu comme une souffrance parce qu'il fallait s'occuper en même temps des enfants, parce que le poste de travail à la maison il était loin d'être confortable. Donc on voit bien que les vécus sont très, très différents. Et en plus, il y a un autre facteur, c'est que dans les entreprises, on a ceux qui ont été en télétravail, et puis dans la même entreprise, il y avait des gens qui étaient en chômage à temps partiel, en chômage total, mais qualifié de temps partiel. Donc ceux qui travaillaient étaient soumis parfois à une pression forte, mais ils avaient un grand sentiment d'utilité, et puis d'autres avaient un vraiment sentiment d'inutilité. Je suis mis au chômage, je ne me sers à rien, et puis comme je vois la crise économique arriver, est-ce que je vais retrouver un travail ? Puisqu'on est passé de la crise sanitaire, sans pour autant en être complètement libéré, à une véritable angoisse sur la crise économique. Donc on voit bien que la crise, elle génère beaucoup d'inquiétudes liées à l'avenir. Alors qu'est-ce que nous montrent les études de ce point de vue? On voit que la distance physique ou l'absence de distance physique engendre des difficultés d'ordre émotionnel.
on est privé de l'apport du langage corporel. La communication, c'est souvent appauvri, hein, c'est très difficile. Ce serait beaucoup plus facile pour moi de vous parler si vous étiez dans la salle à côté de moi. Et même si on est content de tous ces systèmes digitaux, ça appauvrit quand même notre communication, ça engendre des frustrations, ça peut engendrer des incompréhensions, on se comprend parfois moins bien, alors qu'on est des êtres sociaux et que ce qui nous constitue, c'est ce besoin permanent de lien humain. On a besoin de cette relation dans notre univers professionnel comme dans notre univers personnel. On voit donc qu'on est aussi plus exposé au stress, à l'anxiété. On est donc confronté à nos propres limites, on est beaucoup plus connecté à notre vulnérabilité. Et puis, il y a aussi quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a une confusion entre le personnel. Le professionnel rentre souvent en ce moment par le télétravail, le professionnel rentre dans le champ du personnel. Et ça provoque des perturbations qui sont difficiles, hein, quand un collaborateur est en difficulté ou reçoit un appel d'un client pas agréable, quand il est au bureau, c'est tout à fait une relation professionnelle. Quand il prend cet appel de chez lui, c'est vécu comme une agression beaucoup plus forte. On voit que, on en parle beaucoup aujourd'hui dans les médias, qu'il y a des facteurs de stress post-confinement. Les études sont en train d'arriver sur le sujet parce qu'il y a eu ce sentiment d'isolement social lié à la perte de liens réguliers. Ça a beaucoup stigmatisé, c'est très stigmatisé par certains, par ceux qui ont été touchés par le coronavirus ou qui ont eu des gens dans leur proximité affective qui ont été touchés. J'ai dit, ça a aussi provoqué beaucoup d'incertitudes, d'anxiété, qui soient des anxiétés par rapport à un impact sanitaire. Il y a encore des gens qui ont très peur de rentrer en relation. Et puis par rapport aussi à une grande anxiété par rapport à l'avenir économique. Hein. On le voit bien. Et par moments, pour se guérir, il faut mieux se couper un peu de l'information parce qu'elle est quand même très anxiogène parfois. Un autre aspect aussi, c'est qu'on a été privé du quotidien professionnel. On est dans l'incertitude. Les collaborateurs, ils ont besoin d'une empathie supplémentaire de la part de leur manager. Et alors qu'ils avaient besoin de plus de liens, ce lien, il a parfois été rendu plus difficile parce que la relation avec le manager, elle se trouvait distanciée et que personne n'était habitué à manager à distance ou pas suffisamment. On voit aussi la situation des personnes seules. Beaucoup comptent exclusivement sur le travail pour combler cette solitude sociale et leurs besoins émotionnels. Il y a des études du Guardian qui expliquent que nous subissons une disparition délétère de toute forme de relation physique et que ça, c'est dangereux pour notre santé mentale. Donc, on voit qu'il y a un vrai sujet de préoccupation quand même. Et puis, il y a un clivage réel dans l'appréhension de la situation et de la manière d'y réagir. Comme j'ai déjà un peu dit, environ 2 collaborateurs sur 3, les 2 tiers des collaborateurs qui font face à une baisse drastique de leur activité se sentent désœuvrés, alors que les collaborateurs positifs engagés se montrent spontanément plus solidaires, plus dynamiques, plus autonomes. Donc, on voit qu'il y a des fractures qui sont en train de se produire, qu'on voit que les managers comme les collaborateurs ont perdu leurs repères, ils n'avaient pas l'habitude de travailler à distance comme ça avec les clients, à distance entre eux, et qu'il va falloir construire de nouveaux repères. Donc, tous les clients, on peut dire en fait en résumé, hein, comme les collaborateurs, on voit que leurs individualités se sont renforcées. Les expériences vécues pendant le confinement ont accéléré cela, mais aussi il y a un vrai sujet autour de fractures qui ont pu se créer dans les entreprises et auxquelles il va falloir porter vraiment attention. Dans cette réalité-là, on peut se poser la question de comment est-ce que je peux faire la différence en termes d'expérience client, et on abordera tout à l'heure en termes d'expérience collaborateur dans ce contexte. On a pris ici une image d'un des modules de formation qu'on vient de sortir qui montre que malgré les gestes barrières, on doit réussir la relation client. Et on dit même dans ce module que, en fait, les gestes barrières, contrairement à ce qu'on pourrait penser en première analyse sur cette photo, peuvent être une occasion de relation. Parce que si je dois accueillir une cliente, comme c'est le cas ici, et lui expliquer comment ça va se passer dans le magasin pour la rassurer, eh bien, en fait, les gestes barrières deviennent une formidable occasion de rencontrer une cliente et de lui montrer, comme le disait tout à l'heure Thierry, de la considération. Hein, donc, c'est vrai que durant le confinement, les expériences ont eu tendance à se lisser avec la mise en place de ces gestes barrières quand on les analyse au premier degré. Moi, j'ai vu des vidéos d'entreprises qui m'ont choqué, où on expliquait les gestes barrières comme une réglementation à appliquer avec une froideur qui faisait que le gel à côté était un élément agréable à se mettre sur les mains.
Donc non, les gestes barrières, on est dans un monde de relations, et même les gestes barrières, il faut les retravailler, il faut les intérioriser pour pouvoir les délivrer comme une occasion de relation. Et si on les prend comme ça, je peux vous assurer que c'est vraiment une façon de se différencier. Et c'est aussi une façon d'aider nos collaborateurs à appréhender ces gestes, ces nouvelles contraintes, mais à le faire avec intelligence et à pouvoir en faire une forme de nouvelle autonomie et de nouvelles compétences professionnelles. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction sur ce monde de l'incertain avec ce que vivent les clients et ce que vivent les collaborateurs. Alors, effectivement, moi je suis convaincu que face à ces incertitudes, eh ben, le concept, la conviction de la symétrie des attentions peut nous aider à retrouver peut-être notre propre chemin. Chacun peut nous aider à chacun à retrouver notre propre chemin. C'est quoi, je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas ce concept, c'est que la symétrie des attentions, elle dit que la qualité de la relation entre une entreprise et ses clients est symétrique de la relation entre les managers et les collaborateurs, ou entre l'ensemble des personnes qui interagissent dans l'entreprise. Donc ça, c'est une dimension, je dis souvent, horizontale de la symétrie, parce qu'on voit bien que ça va faire un pont entre une volonté marketing, je voudrais satisfaire mes clients, donc je travaille l'expérience client, oui, mais si je veux pouvoir avoir une expérience client vécue comme telle que je l'ai décrite, il va falloir que je travaille avec encore plus d'acharnement l'expérience de mes collaborateurs. Et on sait bien que l'expérience collaborateur, elle est faite de la relation avec les managers, mais elle est aussi faite de la relation de coopération, on dit même nous, chez nous, de complicité entre tous les gens de l'entreprise qui sont au service en final des clients. Donc là, c'est la relation de la symétrie dans sa dimension horizontale. Mais la symétrie des attentions, et ça rejoint un peu une question qu'on avait tout à l'heure, c'est qu'elle a aussi une dimension verticale. C'est-à-dire que la symétrie, elle nous dit aussi qu'on ne peut pas reproduire un comportement qu'on ne reçoit pas. Et donc, quand on la regarde comme ça, il faudrait presque avoir un moyen de bouger ce schéma. Et bien, la symétrie, elle pose le principe de l'exemplarité managériale. Et c'est en ça que parfois ce concept que beaucoup de managers veulent s'approprier est difficile, parce que s'imposer l'exemplarité, en fait, ce n'est possible quand on y réfléchit bien, que quand on accepte de ne pas être toujours exemplaire, parce que personne ne peut être toujours exemplaire. Donc cette symétrie, elle est un chemin horizontal, marketing et management. Elle est aussi un chemin dans sa dimension verticale de travail sur soi. Et ça, c'est vraiment une dimension qu'il faut bien intégrer. C'est ce que je voulais vous exposer, c'est que cette symétrie, elle nous engage à faire un travail personnel de centration sur soi. Nous ne savons pas ce qui nous attend. La seule certitude, c'est que la crise va modifier nos pratiques, nos méthodes de travail. On doit se mettre en condition pour maintenir notre excellence relationnelle avec nos clients, quelles que soient les nouvelles contraintes que la situation fait émerger. C'est vrai que les entreprises qui sortent grandies de la crise sont celles qui ont fait le choix de se recentrer sur le soin, sur la considération, on en a parlé avec Thierry. Pour atteindre une symétrie des attentions, plus que jamais prendre soin de ses clients, c'est d'abord prendre soin de ses collaborateurs. Et cette conviction pose comme repère à nos pratiques de management, et Jérôme va beaucoup vous en parler tout à l'heure, que le fait que la qualité de la relation avec nos clients est symétrique au sein de nos organisations, de la qualité de nos relations avec nos clients. Donc ce repère dans cette dimension, comme je l'ai dit, c'est un travail sur soi. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que vraiment, prenez le temps, parce que ce confinement qu'on a tous vécu a parfois été l'occasion de prendre un peu de temps pour réfléchir à soi, pour se recentrer sur soi. Dans le fond, quel sens je donne à ma vie professionnelle? Comment je pourrais mieux prendre soin de soi? Qu'est-ce qui serait plus juste pour moi? Suis-je en accord avec… Est-ce que ce que je fais professionnellement est en accord avec moi-même, avec mon moi profond, comme on pourrait dire? Donc ce temps d'introspection, qui a presque une dimension initiatique en soi, fait prendre conscience que le changement est possible. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'espère effectivement que ce regard que j'ai peut-être changé sur la considération que j'ai pour les gens qui me servent, c'est peut-être aussi un regard que je peux changer sur la considération que je dois avoir avec moi-même. Et donc, qu'est-ce qu'on veut changer, qu'est-ce qu'on veut garder de ce qu'on a vécu durant ce confinement, où on s'est parfois fait de belles promesses à nous-mêmes. Et bien, peut-être que le moment est devenu de les mettre en œuvre. Et de les mettre en œuvre, une façon de les mettre en œuvre, c'est peut-être de s'inspirer de ces 6 conseils pratiques que je vais vous formuler. Vous pouvez les tenter dès cet après-midi. Donc, il y en a 6. Il y en a un qui est de rétablir la cohésion, je vais les détailler après, mais de rétablir la cohésion au sein de son équipe, de se recentrer sur les fondamentaux de la relation client,
aussi de profiter de chaque opportunité pour être dans la rencontre avec son collaborateur, son manager, la rencontre avec son client. Il faut aussi, quatrième recommandation, miser sur l'intelligence collective pour retrouver de nouvelles solutions. Il faut vivre pleinement le changement pour mieux le porter auprès de ses équipes. Et enfin, ça sera ma dernière recommandation, mon dernier conseil, il faut réagir plus vite, mesurer, ajuster pour garder l'expérience souple et agile. Donc maintenant, je vais vous détailler chacun de ces conseils. Donc le premier, rétablir la cohésion au sein de son équipe. C'est vrai qu'après ce moment où certains travaillaient et d'autres pas, après ce moment où certains travaillaient en étant dans l'entreprise et d'autres en dehors de l'entreprise, il faut prendre le temps de se retrouver. Il faut retrouver le temps de se retrouver au moment de cette reprise de l'activité. Et je pense qu'il faut se remobiliser tous dans les entreprises autour de nouveaux objectifs. Je pense qu'on ne peut pas dire que le monde est incertain, que le monde a changé, et ne pas dire, mais dans le fond, quelle va être notre prochaine feuille de route, quel sens on va donner à notre action. Et il y a beaucoup d'entreprises avec lesquelles aujourd'hui on fait quelque chose que je voudrais vous faire partager, c'est-à-dire qu'on les aide à faire l'inventaire de tout ce qui s'est passé de bien et de difficile, mais de bien durant le confinement. Car souvent, durant le confinement, beaucoup d'entreprises, face à cette déflagration, ont oublié toutes les procédures, ont oublié tous les carcans, ont oublié tout ça, ont refait appel au bon sens et ont développé l'initiative et se sont rendus compte qu'elles avaient fait beaucoup de choses de bien pour leur propre fierté et pour la satisfaction de leurs clients. Et moi, je vous engage vraiment à faire l'inventaire de ce qui s'est passé de bien et à vous dire, mais qu'est-ce que je pourrais garder dans le monde d'aujourd'hui? Maintenant que les choses sont en train de se remettre en route, mais ce n'est pas parce qu'elles se remettent en route qu'il ne faut pas garder ce qu'on a su faire de bien, parce que si on a su le faire dans l'exceptionnel, on sait sans doute le faire dans la vie courante. Et c'est vrai que ce que ça change pour nos clients, c'est que les collaborateurs plus motivés et contents de se retrouver en esprit d'équipe, c'est vrai que cet esprit d'équipe, le fait, le bonheur d'être ensemble, ça a beaucoup manqué pendant le confinement. Donc moi, je vous engage aussi à recréer des moments de partage de ce qui s'est passé, de qu'est-ce qu'on en garde, quel va être notre nouveau projet, vers quoi comment on va réorienter peut-être notre projet, notre projet collectif, mais aussi comment on va retrouver ce plaisir de la convivialité, ce plaisir d'être ensemble. Deuxième conseil, revenir aux fondamentaux de la relation client. Dans un monde en mouvement, on a besoin d'ancrage fort, d'encre forte. Moi, je vous conseille, si jamais vous avez formulé les bases de votre signature relationnelle, si dans votre entreprise, on sait comment on doit se comporter, revenir, reformuler ces bases. Faites l'effort de tous vous ancrer par rapport à ça. Ça aidera tout le monde à avoir cette qualité de relation dont on a besoin dans nos rapports entre nous dans l'entreprise, mais dont vos clients ont besoin dans les rapports avec vous. Et c'est vrai que dans ces moments difficiles, parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas forcément bien vue au départ et bien expliquée, c'est qu'on s'est arrêté d'un seul coup. Mais le redémarrage n'est pas si facile. La relation client au redémarrage, on a dit tout à l'heure, ils sont plus exigeants, mais aussi, comme l'entreprise, elle redémarre un peu cas à cas, le service, il n'est pas tout de suite au top. Il y a des problèmes de logistique, il y a des problèmes d'organisation. On a encore des collaborateurs absents. Donc, le service, il est aussi, ou de redémarrage, il est peut-être de moins bonne qualité qu'il l'était avant le confinement. Et dans ce contexte-là de relations difficiles, eh bien, il faut revenir aux fondamentaux, il faut s'accrocher sur, dans le fond, comment est-ce que je suis en capacité de réussir chaque relation client? Est-ce que je suis bien conscient de la façon dont je dois m'y prendre pour gérer une relation difficile? Parce que le client, lui, il peut vivre un moment difficile parce que l'entreprise, elle redémarre en boitant. Mais est-ce que je suis, moi, bien câblé? Est-ce que j'ai bien en conscience les techniques qui me permettent de gérer des relations difficiles pour, comme on le disait en prenant tout à l'heure l'exemple de Apple, parce que mon job, c'est aussi de réparer la relation. Et ce n'est pas d'aller au conflit parce que le client il est un peu énervé, parce que l'entreprise elle ne redémarre pas bien. Donc, c'est vraiment important de revenir sur les fondamentaux et un peu comme je le disais aussi en vous montrant cette image sur notre module, comme quoi les gestes barrières sont sans doute une occasion de rencontre et de relation client. Oui, il faut préserver cette relation. Il faut s'assurer que nos collaborateurs sont en capacité d'accomplir cette relation client de qualité et pour ça, il faut sans doute parfois peut-être redévelopper leurs compétences. En tous les cas, il faut les soutenir et on y reviendra et Jérôme y reviendra particulièrement.
On va passer à la troisième recommandation avec cette belle image qui est de profiter de chaque opportunité pour être dans la rencontre. La rencontre est un concept qui nous est cher à l'Académie. On dit que, effectivement, l'enjeu, c'est de dire est-ce que aujourd'hui, en fait, à chaque fois, j'ai réellement rencontré mon client en tant que femme, en tant qu'homme. Est-ce qu'il y a eu réellement entre nous une relation de qualité qui fait que mon client il a pu être servi? Et pour ça, effectivement, et ça a été dit tout à l'heure par un des témoignages des clients que Thierry vous lisait, que oui, sans doute qu'avec cette expérience qui a bougé, il faut revisiter avec les équipes les moments de vérité de la relation client afin de les adapter aux nouvelles attentes, aux nouvelles contraintes. Sans doute que le faire avec ses collaborateurs est sans doute une bonne façon de faire pour trouver tout de suite les bonnes façons de se comporter, de satisfaire nos clients. Et puis si on a conçu avec nos collaborateurs ces adaptations de moments de vérité, ben, ça va être beaucoup plus facile de les déployer. Et puis il faut aussi, moi je vous le conseille, de créer, on a vu tout à l'heure, on prenait l'exemple des gestes barrières, mais il pourrait y avoir d'autres exemples. Oui, il peut y avoir des choses qui sont vécues comme des gênes à la relation. Ben, il faut les prendre et les transformer pour en faire des occasions de relation. Comment est-ce que je peux pratiquer la relation avec les gestes barrières? Ben, si on ne voit pas ma bouche, ben, je peux peut-être m'inspirer du mime. Je peux m'entraîner à sourire avec les yeux. Je peux peut-être m'inspirer du langage des signes. Mais en tous les cas, je dois dépasser la contrainte. Ça, c'est une certitude. Et on ne peut pas, entre guillemets, dans le monde de la relation client, on ne peut jamais, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, se planquer derrière une difficulté pour ne pas être dans la rencontre. Notre métier à tous, d'experts de la relation client, de praticiens au quotidien de la relation client, c'est toujours se dire, quelles que soient les contraintes, de toute façon, ma joie professionnelle, ma fierté professionnelle sera dans le fait que j'ai su être dans la rencontre. Et c'est aussi comme ça, bien sûr, que vous aurez la satisfaction de vos clients. Quatrième conseil, miser sur l'intelligence collective pour trouver de nouvelles solutions. Comme je le disais, très souvent, dans le moment de l'arrêt des entreprises, quand on s'est trouvé face à cet arrêt brutal, eh ben, on n'avait plus de procédure, on n'avait pas d'organisation adaptée à la situation. Eh ben, on s'est reposé sur l'intelligence collective, sur le bon sens pour trouver des solutions. Et on est passé de la complexité des entreprises à souvent de la complicité dans l'accomplissement de cette relation client. Donc, il faut impliquer vos équipes dans la réorganisation du travail. Il faut libérer la parole aussi de tous vos collaborateurs pour remonter les difficultés, mais aussi il faut aller à l'écoute de vos clients de la même façon. Il faut choisir collectivement des process. Il y en a qu'on a mis en place durant la crise, mais comment est-ce qu'on peut les faire perdurer? Il faut, moi je vous le conseille, organiser des temps collectifs, vous vous retrouvez, organiser des temps collectifs, même s'ils sont encore parfois un peu à distance, afin de partager les difficultés rencontrées, les gains qu'on a trouvés par cette intelligence collective, partageons les difficultés et les réussites, et puis disons ensemble qu'est-ce qu'on en fait dans le monde d'aujourd'hui. On voit que beaucoup d'analyses ont montré que les collaborateurs qui ont pu être impliqués durant le confinement, qui ont travaillé, mais qui ont travaillé à distance, même si parfois ça a été plus dur, ils ont été plus engagés. Ils se sont investis, ils ont à tout prix voulu que ça marche, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, pas toujours dans des conditions faciles. Il faut garder, par cette intelligence collective que maintenant on va manager, il faut garder cette puissance, cette énergie qui est au service de la satisfaction de vos clients. Cinquième conseil, ça a été un peu dit tout à l'heure quand on parlait de l'implication des managers, avec l'exemple de Decathlon. Oui, il faut vivre pleinement le changement, soi-même dirigeant, pour le porter complètement avec ses équipes. Dans ces moments-là, le manager qui n'est pas auprès de ses équipes, pour moi, à mes yeux, il n'est pas dans la réalité de son métier de manager. Il faut s'impliquer à soi-même, ce qu'on demande à ses collaborateurs. Oui, je demande à mes collaborateurs de télétravailler. Est-ce que moi aussi, j'arrive à télétravailler? Est-ce que je fais preuve d'exemplarité? C'est-à-dire, est-ce que effectivement, je vais prendre quelques appels pour aussi mieux comprendre ce qui se passe durant ces appels? Est-ce que je vais de temps en temps, est-ce que je suis au cœur de la relation client? Ça me permettra de reconnaître que le changement, il est complexe pour moi. Et si je comprends en quoi le changement il est complexe pour moi, ben je saurais peut-être mieux manager cette difficulté pour mes collaborateurs et trouver avec mes collaborateurs une solution. Donc, c'est vraiment, vous savez, moi je viens de l'hôtellerie, par goût du service, j'ai commencé ma carrière dans l'hôtellerie,
Et dans l'hôtellerie, un manager, ça passe 80% de son temps avec ses équipes et ses clients. Et c'est ce qu'on essaye d'inculquer dans les entreprises où on travaille aujourd'hui, c'est qu'un manager dans le monde de la relation client et du service, son job, c'est d'être avec ses clients et ses équipes. C'est pas d'être dans son bureau en train de faire des statistiques, surtout quand les choses vont mal. Quand les choses vont mal, il faut être auprès de ses clients. Donc, si on veut des collaborateurs davantage engagés, qui permettent d'avoir des repères pour tout mettre en œuvre, ces changements, eh ben, il faut être auprès d'eux. Je crois que je n'ai pas d'autres conseils à vous donner que dans ces moments incertains, soyez auprès de vos collaborateurs, soyez avec eux, et vous verrez à quel point vous y trouverez vous-même en tant que manager du plaisir et de la fierté. 6e conseil, réagir vite, mesurer, ajuster. On a bien fait de prendre le caméléon pour vous montrer cette notion, parce qu'il faut garder une expérience client qui soit souple et agile. Et effectivement, on est face à l'incertain, on a vu que les exigences avaient augmenté, on voit que les entreprises redémarrent parfois difficilement, donc il faut encore adapter la façon de rendre le service. Donc il faut effectivement savoir s'adapter, il faut être dans le monde de l'agile. Il faut rester à l'écoute du contexte, il faut savoir écouter ce que nous disent nos collaborateurs pour adapter en permanence l'expérience à ce qu'ils nous disent. Il faut inventer de nouveaux services. Moi, je suis persuadé que cette crise est une occasion inespérée d'innover. Vous avez, beaucoup d'entre vous, j'en suis certain, ont innové durant le confinement pour, malgré tout, servir des clients, même si vous en avez servi moins. Mais ces innovations, conservez-les, amplifiez-les, retravaillez-les. Mais face à toute crise, et Jérôme y reviendra, et je lui ferai vous l'expliquer, mais la crise, c'est aussi l'opportunité, et l'opportunité passe par l'innovation. Donc, l'incertitude, face à l'incertitude, il n'y a que l'agilité qui peut nous permettre, l'agilité d'esprit, l'agilité d'action. Donc, moi, je vous engage aussi, face à ce monde incertain, n'ayez pas peur de vous tromper. Si vous n'avez peur de vous tromper, vous allez passer des mois à faire des études et quand vous aurez fini vos études, le monde il aura de nouveau changé. Donc, testez les choses, testez vite vos idées, n'ayez pas peur de l'échec. Dans le monde du service, on dit qu'il faut avoir le droit à l'erreur, parce qu'il faut tester les choses en grandeur nature, il faut s'y entraîner, il faut les expérimenter pour savoir si elles sont justes. Donc, en plus, ce qu'il faut, c'est que effectivement, les attentes de vos clients reçoivent des réponses rapides. Voilà, donc en synthèse, 6 conseils, rétablir la cohésion au sein de son équipe, revenir aux fondamentaux de la relation client. La relation client, je dis souvent, c'est un métier, c'est des compétences. Bien sûr que c'est plus facile pour certains que pour d'autres, mais ça s'apprend et tout le monde peut apprendre et avoir plaisir à être dans la relation quand on maîtrise bien les compétences correspondantes. Il faut profiter de chaque opportunité pour être dans la rencontre. Il ne faut jamais se dédouaner. C'est toujours possible quand on fait l'effort. Il faut miser sur l'intelligence collective pour trouver de nouvelles solutions. Il faut vivre pleinement les choses. Soyez avec vos équipes et vos clients. Et puis, il faut réagir vite. Il faut s'adapter en permanence. Il faut être dans le monde agile. Avant de passer aux questions, effectivement, je vais faire le lien avec notre programme Faire Face, parce que comment prouver la qualité de son expérience client et afficher ces différences. C'est vrai que, comme vous l'avez un peu dit tout à l'heure, Thierry, notre concept de la symétrie des attentions, beaucoup d'entrepreneurs se l'appropriaient, nous disaient c'est super, mais comment est-ce que je pourrais mesurer dans mon entreprise est-ce que je progresse sur la… Parce que ce concept, il ne faut pas en parler, il faut le mettre en œuvre, nous disait-il fort justement. Comment est-ce que je pourrais savoir où j'en suis? Donc ça nous a conduit, on avait commencé à faire un baromètre pour mesurer ça depuis 6 ans dans les entreprises. Après, on a adapté la méthode pour pouvoir permettre à chacun de nos clients de mesurer à quel point il mettait en place concrètement la symétrie des attentions dans son organisation, par des systèmes de questionnaires auprès des collaborateurs, auprès des clients. Est-ce que les deux parties vivaient une entreprise où cette relation elle est symétrique, équilibrée, fluide? Et puis, effectivement, on a fini par dire, dans le fond, dans le monde où nous vivons, c'est aussi bien d'être récompensé quand on a fait des efforts, quand on atteint une forme d'excellence. Donc, c'est comme ça que notre outil de diagnostic pour aider les entreprises à savoir si elles étaient dans la symétrie des attentions est devenu un label dont on vous a dit tout à l'heure que la première entreprise lauréate avait été Cofidis. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, on va passer aux questions-réponses. Je crois que c'est Thierry qui va animer de nouveau cette partie. Merci à toi, Thierry. De reprendre le relais. Absolument. Tu peux rester où tu es. J'ai changé de place physique pour reprendre cette séquence de questions-réponses et je me tourne virtuellement vers la partie conversation de notre webinaire.
Je suis heureux de voir que certaines personnes ont pu se connecter, se reconnecter. Tout va bien. Martine nous a rappelé à nouveau que non seulement toute la direction générale est venue aider le service client et en plus le conseil de surveillance du groupe est venu au centre de la relation client pour nous remercier et on dit haut et fort aux équipes restées en première ligne qu'ils étaient des héros. Voilà le commentaire et le beau qualificatif et une preuve de symétrie des attentions. Est-ce qu'on peut, j'ai presque une question à vous poser tous les deux, Jérôme et Jean-Jacques. Est-ce qu'on peut parler de héros du service pendant la période qu'on vient de vivre? Avant de répondre à ta question, je vais y répondre, mais Martine, fort pertinemment, parce qu'elle est très engagée, elle est très impliquée dans le succès de Decathlon, fait la promotion de ce qu'a fait cette entreprise. Moi, j'engage tous ceux qui nous écoutent à faire la promotion de ce que vous avez fait de bien. Faites-le en interne, mais faites-le aussi à l'externe, parce que je sais que tous les gens interconnectés là, dans ce webinaire, ils aimeraient bien entendre ce que vous avez fait de bien dans votre entreprise. Donc, faites comme Martine, partagez vos réussites. Hein, Martine a raison de le faire, c'est un cadeau qu'elle nous fait. Eh ben, faites-nous aussi ce même cadeau. Jérôme, tu veux répondre à la question de Thierry? Parce que j'ai beaucoup parlé là. Ce qui me vient spontanément, tout à l'heure, Thierry, tu faisais référence aux invisibles, hein, aux petites mains, à celles et ceux qui, pendant toute cette période-là, de manière extrêmement, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de modestie, ont été au service des uns des autres. Ce qui me vient spontanément, c'est de leur dire, on a souvent tendance, on le sait bien, à mettre en avant, mettre en exergue ce qui ne va pas, ce qui aurait pu être fait, ce qui aurait dû être fait, comment ça aurait dû être fait. Et on oublie parfois que ce qui est là, à partir du moment où c'est vu, où c'est reconnu, où c'est renvoyé, génère énormément de fierté. À l'Académie de service, hein, on parle de petites attentions, de petits bougers. On sait bien que ce sont des petites choses qui marquent. Et qui marquent quoi? Et qui marquent l'attention, mais qui marquent l'émotion. Et ce qui fait qu'on s'en souvient une semaine, un mois, un an, 10 ans plus tard, c'est ça. C'est parce que c'est venu toucher l'émotion. Donc, spontanément, ce qui me vient, c'est oui, c'est héros du quotidien. Je dirais notre première responsabilité en tant que client, collaborateur, manager, c'est chaque fois qu'on vit une expérience comme celle-là qui a pu nous toucher, c'est d'avoir la spontanéité, la simplicité de pouvoir leur renvoyer et simplement de voir aussi dans leurs yeux que, OK, c'est pas le de rien qu'on pourrait entendre, c'est vraiment, c'est merci à vous. Hein, Ouais. Tu as parfaitement raison, Jérôme. Et moi, je dis souvent, quand je parle de management, que le premier cours de management, c'est d'apprendre à dire bravo et merci. Et c'est vrai que notre éducation n'a pas toujours été celle-là. On n'est pas dans une éducation du compliment. Hein. Dès l'école, on a eu des fautes on a eu des zéros plus que de bonnes notes, plus que de compliments. Mais je crois vraiment que dans le monde de l'entreprise, dans le monde du management, du travailler ensemble, la première chose qu'il faut apprendre à faire, la première chose que moi j'apprends à des managers quand on me demande de les aider à grandir, c'est de réapprendre à dire bravo et merci. De le dire avec leur cœur et de se dire chaque soir, quand j'ai fini ma journée, à combien de personnes j'ai dit bravo et merci aujourd'hui. Parce que si on n'a pas dit bravo et merci, on ne peut pas non plus demander à rectifier le tir quand il y a des petits détails à arranger. Ça commence par ça. Et vraiment, voilà, c'était mon point de vue par rapport à la question de Thierry sur cette capacité et se prendre soin aussi des collaborateurs en les félicitant pour ce qu'ils ont fait de bien. Je vois une autre question qui nous renvoie au conseil numéro 6. Est-ce qu'on pourrait le reprendre? Et je me tourne à nouveau virtuellement vers Aline Superhost pour lui demander de revenir un petit peu en arrière et demander à Jean-Jacques peut-être de développer encore davantage. Sur le conseil numéro 6, qui est sur le conseil numéro 6, oui. Ouais, réagir vite, mesurer, ajuster pour garantir une expérience souple et agile. Oui, mon conseil, c'est de dire que quand vous avez été confronté à l'arrêt de votre entreprise, vous n'avez pas eu d'autre solution que de rentrer dans ce qu'on appelle souvent dans le mode du design de service, par exemple. Vous êtes rentré en mode agile, c'est-à-dire que vous n'avez pas pris longtemps vous avez formulé une idée, vous l'avez testée, vous avez regardé comment ça marchait, vous avez ajusté
mais vous êtes passé à l'acte tout de suite. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Je crois que la majorité des entreprises ont vécu, on a souvent parlé avec la crise, que dans les entreprises, par exemple, on avait beaucoup développé le télétravail. C'est vrai, mais on a beaucoup développé le mode agile, sans s'en rendre compte. Parce que comme on a fait face à l'inédit, on n'a pas fait 3 mois d'études pour savoir si cette organisation était bonne, si elle était totalement sécurisée, si elle respectait tous les protocoles, que sais-je. On a dit, ben, il faut trouver une solution parce que demain, il faut qu'on serve les clients, demain, il faut qu'on les appelle, demain, peu importe. On l'a fait et on a corrigé en faisant. Voilà. Et c'est ça le mode agile. Et il faut garder cette capacité de souplesse et d'agilité. Une des peurs que j'ai et que j'ai partagées avec quelques dirigeants, c'est que comme on revient à la normale, eh ben le carcan des procédures, le carcan des cadres, le carcan des niveaux hiérarchiques qui s'étaient aussi effacés durant la crise redeviennent la règle. C'est pour ça que je vous engage vraiment à faire l'inventaire de tout ce que vous avez réussi, de pourquoi ça a marché et surtout d'essayer d'en garder le maximum. Et c'est vrai que cette agilité, on a beaucoup parlé dans beaucoup d'entreprises où il n'y avait pas beaucoup de télétravail. Voilà, maintenant, on va garder peut-être 20% de télétravail. On a eu 70% durant la crise. On va garder 20%. Ben, on n'a eu que du mode agile durant la crise parce qu'on n'avait pas le choix. Qu'est-ce qu'on va garder en mode agile? Est-ce qu'on ne va pas en faire un élément de notre mode de fonctionnement? C'est ça mon conseil. J'espère que c'est clair et concret. Je pense qu'on pourra revenir sur la slide qui illustre tous les conseils. Je me tourne, je fais un appel virtuel à Aline, voilà, qui me répond tout de suite. Où vous voyez effectivement, et j'ai reçu de nombreux messages qui me demandent d'afficher l'intégralité de ces conseils entre le premier, rétablir la cohésion au sein de son équipe, revenir aux fondamentaux de la relation client. Moi, j'aurais une question sur le fait de revenir aux fondamentaux de la relation client. Me fait penser aussi à certaines entreprises qui, aujourd'hui, sont confrontées en interne à une demande des dirigeants de filiales ou de groupes dans l'entreprise ou de business unit qui disent qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire là tout de suite pour répondre à la crise. Et très souvent, le bon sens indique de revenir aux fondamentaux et aussi s'appuyer sur un socle s'appuyer sur un socle de valeurs. Il y a des entreprises qui ont profité aussi de cette période et peut-être des derniers mois qui se sont écoulés pour penser au statut d'entreprise à mission, de revenir aux valeurs profondes de leur entreprise et de se positionner, puis de répondre, faire un écho aux préoccupations des clients. J'ai un chiffre à vous citer, il y a quasiment 6 Français sur 10 qui sont sensibles à l'éthique et à la morale des entreprises. Donc, dans ce conseil numéro 2, Jean-Jacques, est-ce que tu ne penses pas que revenir aux fondamentaux, c'est aussi se poser des questions sur sa mission, réinterroger ses valeurs et puis pourquoi pas adopter ce nouveau statut qui est autorisé par la loi Pacte? Oui, tu as raison. Et je sais qu'il y a des entreprises qui sont sur ce chemin, qui sont confrontées aussi, parce que la crise nous a confrontés sur le sens des choses. Donc, nous étant confrontés sur le sens du vivre ensemble, beaucoup d'entreprises se sont dit, mais dans le fond, l'entreprise, elle sert à quoi dans cette société qu'on sent fragilisée, parce que ça nous a confrontés à notre fragilité en tant que système mondial, on peut dire, cette crise. Mais il y a aussi quelque chose que je peux aborder complémentairement à ce que tu viens de dire par rapport au conseil numéro 2. C'est qu'il y a des entreprises qui, effectivement, au redémarrage, vivent des difficultés. Vivent, par exemple, des difficultés de redémarrage, vivent des difficultés économiques, parce que servir les clients devient plus cher, par exemple. Et j'avais un client, justement, qui, face à cette difficulté économique, qui fait qu'effectivement, il y a un peu un sauf qui peut économique général, disait, bon, ben là, écoutez, ce n'est pas le moment de penser expérience, c'est le moment d'aller chercher les sous qui nous manquent. Et non, on a réussi à les convaincre, de dire non. Bien sûr que vous avez un impératif économique qui est grave, qui est capital, mais le chemin pour le résoudre, c'est sans doute parce que vos collaborateurs vont être très, très à l'aise sur la relation, sur la gestion des relations difficiles, donc des relations de négociation, que vous allez pouvoir renégocier avec chacun de vos clients, ce qui est indispensable à votre contrainte économique. Mais n'opposez pas
surtout pas la difficulté économique à la relation client. La relation client, elle est au service du succès de l'entreprise. Son succès n'est pas forcément qu'économique, hein, mais la relation client, la relation managériale, sont des outils qui sont au service de notre succès, du succès de notre mission, pour reprendre ce dont tu parlais. Il ne faut surtout pas les opposer. Je pense que parfois les gens les opposent, parce qu'il faut aussi reconnaître que quand on revient sur ces fondamentaux, ben, comme je le disais avec la symétrie d'attention, c'est un travail sur soi, c'est remettre en cause la façon dont je suis en relation avec les autres, et que je pense que ça, c'est encore un chemin difficile. Et ce que je vous engage aussi par rapport à ça, parce que ce chemin, il est difficile pour vous, il est difficile pour l'ensemble de vos managers. Donc moi, il y a une chose que je conseille à tous nos clients, c'est détecter les équipes et les managers qui peuvent être en difficulté par rapport à cette exigence de relation à soi et de relation aux autres. C'est fondamental pour être en capacité de venir les aider, hein, non pas pour leur dire « oui, tu refuses le changement, tu refuses l'agilité ». Quand les gens ont peur du changement, quand les gens ont peur de l'agilité, c'est parce qu'ils sont connectés à leur fragilité. Et donc là, il faut savoir les détecter pour venir les aider. Le rôle du management aujourd'hui, et au plus haut niveau, c'est d'aider ses collaborateurs à réussir. C'est aussi ça que je pouvais rajouter par rapport aux fondamentaux. Alors, je vois arriver un certain nombre de questions. Il y en a une qui dit croyez-vous que les toutes nouvelles préoccupations sociétales de certaines entreprises ne relèvent pas d'une logique de greenwashing? Alors, ça serait presque du value washing, parce qu'on en parle. J'ai lu d'innombrables billets. Il y a un livre qui vient de sortir à ce sujet il y a quelques jours que je n'ai pas encore lu, mais beaucoup d'entreprises se disent bon, allez, on va reformuler nos missions, nos valeurs, et puis comme ça, on sera un peu en ligne avec l'air du temps. Alors, avant de passer la parole à Jérôme et Jean-Jacques pour réagir là-dessus, mon point de vue est une excellente citation que j'ai relevée il y a quelques jours de L. Clark, qui dit que vos valeurs ont beau être affichées sur vos murs, elles ne deviennent vivantes que dans l'attitude de vos collaborateurs. Donc, on a beau réinterroger ces valeurs, on a beau se fixer finalement une mission, on a beau faire de beaux PowerPoint ou même de graver dans le marbre dans tous les bureaux des belles affiches, tant que ce n'est pas incarné sur le terrain, tant que ce n'est pas incarné dans la relation avec les clients, est-ce qu'on peut parler de greenwashing? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu une mode? Il y a toujours des effets de mode, que je pense de plus en plus, parce que grâce aussi à la digitalisation, les choses se savent de plus en plus. Aujourd'hui, nos collaborateurs parlent de notre entreprise sur les réseaux sociaux. Donc, si je me comporte mal en tant que dirigeant, j'ai quand même de grandes chances, dans des grandes entreprises surtout, que les collaborateurs en témoignent. Donc, si je fais semblant, je serais fort étonné de ne pas avoir dans mon organisation 2-3 collaborateurs très engagés vers effectivement ce type de mouvement qui ne témoignent pas du fait que je suis en train de faire du greenwashing, comme tu le dis. Donc oui, on ne trouvera jamais 100% de gens sincères. Ça n'existe pas. Donc c'est vrai, mais je pense qu'il faut simplement avoir confiance dans le fait que de plus en plus, on se fait rattraper par la patrouille. Parce que masquer les choses est de plus en plus difficile, et fort heureusement. Donc oui, certains peuvent faire, mais ils se feront rattraper. Alors, cette patrouille dont tu parles, c'est plutôt ces patrouilles, parce qu'il y a la patrouille du client, il y a la patrouille du collaborateur, et tu faisais référence. Ouais. Et en fait, ce qu'on observe, et c'est une de nos convictions fortes, c'est que la marque client converge vers la marque employeur. C'est-à-dire, les clients ne consommeront plus bientôt un produit ou un service, mais voudront de plus en plus consommer une entreprise, avoir une relation avec une entreprise, et derrière les valeurs qui sont affichées, eh bien, des preuves. Donc, je pense qu'on est vraiment dans un monde de preuves, que les clients attendent des engagements concret. Et on a vu se dessiner, par exemple, une tendance très forte ces dernières années, c'est
savez, il y a eu une mode, et c'est vrai que dans notre métier, il y en a, la mode des grandes chartes d'engagement affichées dans tous les magasins, dans tous les centres de relations clients, sur tous les sites Internet, qui diraient nos engagements, 1, vous offrir le meilleur prix, 2, vous offrir le plus beau conseil, 3, vous accueillir. Alors, au bout d'un moment, bon, les clients n'y croient plus. Au bout d'un moment, les collaborateurs ne se reconnaissent plus dans ces engagements qui sont finalement une espèce de discours un peu creux d'engagement. Les clients attendent des preuves, attendent peu d'engagement, mais des preuves très fortes. Et les collaborateurs attendent aussi de pouvoir se mobiliser autour de quelques engagements très, très forts. Est-ce que, Jérôme, je vois que ça t'inspire quelque chose? Oui, en fait, ce que je pourrais dire aussi, c'est on parle de crise, Jean-Jacques parlait de fragilité. Ça pose quand même aussi la question de l'utilité qui a été celle des uns et des autres pendant cette crise. Et tu parlais très justement d'attention et de considération vis-à-vis des clients, vis-à-vis des équipes. Alors après, on peut se poser la question, c'est vrai quand on voit des marques qui affichent sur leur vitrine le « vous nous avez manqué », on peut se dire, est-ce que c'est vraiment sincère ou est-ce que c'est « votre argent nous a manqué ». Le doute restera toujours présent. Néanmoins, je pense que de manière très, très positive et optimiste, et c'est une question que je voulais poser aussi à Jean-Jacques sur la question de l'engagement, c'est est-ce que cette sensation d'utilité accrue pour certains et certaines des collaborateurs ou des collaboratrices dans cette période-là, en ayant vraiment ce sentiment de pouvoir être dans une posture d'aide, d'accompagnement, change la vision qu'ils en ont, change leur niveau d'engagement. Et puis, au-delà de ça, et c'est le point aussi que je voulais partager, c'est que, c'est peut-être très français, mais on raisonne toujours beaucoup en disant le gouvernement, l'entreprise, l'organisation. En oubliant un peu, et ça c'est les vertus quand même du modèle anglo-saxon, c'est que tout part de soi. Donc je ne partagerai pas la métaphore du petit colibri, mais effectivement la part de chacun, et ça me met en responsabilité, que j'y crois ou pas, ne peut que contribuer de manière positive sur le fait que demain, l'organisation ou l'entreprise sera peut-être plus vertueuse qu'elle ne l'est aujourd'hui. Oui, mais tu as raison. C'est pour ça que je dis souvent que cette symétrie qui nous est chère nous conduit chacun à réfléchir à, dans le fond, qu'est-ce qui est juste pour moi, quel sens je donne à mon engagement professionnel, qu'est-ce que je souhaite avoir réellement comme vie. Alors, c'est un luxe de pouvoir faire cette introspection et de pouvoir la mettre en œuvre. Mais je pense que dans les entreprises où les collaborateurs ont vécu un moment où ils ont pu s'engager spontanément, être fiers de ce qu'ils faisaient, trouver du plaisir à trouver des solutions inédites, il faut conserver cette dynamique et qu'il y aurait un risque parce que le niveau d'engagement des clients et le niveau d'attente des clients en termes d'exigence a augmenté. Mais je pense que les collaborateurs qui ont vécu une période d'engagement très forte grâce à ce qui s'est passé, si on les réenferme dans des procédures ou des contraintes qui sont vides de sens, on va avoir un effet inverse, boomerang, qui va être le désengagement. Parce que quand on a vécu le droit de s'engager sans limite, on ne supporte plus des contraintes qui n'ont pas de sens. Donc ça, il faut être vigilant aussi par rapport à ça. Merci pour ces éclaircissements. Je vais reprendre deux questions, le fil des questions. Et je vais demander à Aline de revenir sur le schéma de la symétrie des attentions, le schéma d'origine. Et parce que Édouard nous dit « Bonjour Jean-Jacques, merci pour vos conseils. Peut-on revenir sur la matrice de la symétrie des attentions et sur votre manière de la lire ?» Alors, si je peux la réexprimer, effectivement, on peut l'exprimer dans les deux sens, mais quand on veut lui donner un sens managérial, beaucoup d'entreprises, en fait, au départ, leur volonté stratégique, c'est d'améliorer l'expérience client. Elles viennent nous voir pour ça. Parce que leur souci stratégique, c'est bien la satisfaction de leurs clients pour la croissance du chiffre d'affaires ou le maintien du chiffre d'affaires. Et nous, ce qu'on leur dit, c'est, OK, comme la qualité de la relation entre vos clients et vos collaborateurs, les études montrent que c'est symétrique de la qualité des relations entre les collaborateurs et les managers, mais ce qui est une façon d'exprimer
la qualité de l'expérience collaborateur qui est symétrique de l'expérience client. Donc, on est bien, et j'explique, donc c'est pour ça que j'explique que c'est une dimension horizontale, puisqu'on part d'une volonté marketing qui nous amène à un profond travail managérial. Nos clients viennent nous voir pour qu'on réécrive l'expérience client, on le fait, mais on passe plus de temps et plus d'énergie à faire changer l'expérience des collaborateurs, dont la conséquence est la transformation de l'expérience client. Et c'est pour ça que je dis que c'est une dimension horizontale. On fait un pont entre les deux mondes. On fait travailler ensemble le marketing et les ressources humaines, à leur grand plaisir d'ailleurs. Et puis après, je dis que c'est une dimension verticale, parce qu'on sait bien quand on élève des enfants, et on le sait bien dans le monde des adultes, que si je ne dis pas bonjour à mes collaborateurs le matin et si je ne fais pas en sorte d'être un peu souriant et enjoué, peut-être que si le téléphone sonne et qu'il y a un client au bout du téléphone, il n'aura pas le meilleur des bonjours. Parce que l'exemplarité, c'est inconscient, mais on modélise les choses. Et donc, cette exemplarité qui est difficile à assumer, parce qu'elle est difficile dans notre culture, parce que dans notre culture, il y avait le chef, c'est celui qui sait mieux que les autres. Le chef, il ne fait pas d'erreur. Le chef, il sait tout. Donc, on pourrait dire qu'il doit être exemplaire, mais donc s'il ne fait pas d'erreur, non, l'exemplarité nous conduit à nous interroger sur notre droit à l'erreur. Et en plus, c'est très bien parce que dans le monde des services, le droit à l'erreur est quelque chose qu'il faut manager. On ne peut pas être dans ce monde de la relation où à chaque fois, il faut s'adapter à un client différent et ne pas accepter qu'on puisse commettre des erreurs. Ce qu'il faut, c'est s'excuser quand on en commet. Et je vais revenir sur quelque chose que tu citais tout à l'heure, Thierry. Tu parlais des engagements, des chartes d'engagement où il y a 10 points que plus personne, les clients ils s'en moquent, les collaborateurs ils n'y croient plus. Ce que nous disent les clients quand on les interroge, ils nous disent non, votre charte là en 10 points, non, d'abord c'est juste que vous me devez parce que je vous fais l'honneur d'être votre client. Donc ça, vous le mettez de côté. Ils nous disent par contre ce que je voudrais, c'est que vous preniez un engagement qui vous différencie de la concurrence. Parce que ça va me servir à vous choisir. Vous me dites ce que vous faites que les concurrents ne font pas. Mais ils nous disent en même temps, et c'est pour ça que j'en parle là, ils nous disent, mais dites-moi en plus ce que vous faites quand vous ne le tenez pas à cet engagement. Parce que moi, client, je sais que dans le monde du service et de la relation, on ne tient pas un engagement 100% des cas. Donc, ce que je veux savoir, c'est que quand vous ne remplissez pas ce contrat, cet engagement, comment vous le compensez en automatique? Les clients ne nous demandent pas le zéro défaut, donc ne nous imposons pas à nous et n'imposons pas, surtout pas à nos collaborateurs, le zéro défaut. C'est les mettre dans une tension qui ne peut que les figer en termes de comportement, qui fait qu'ils ne seront pas dans la relation et ni dans l'agilité dont on a beaucoup parlé. Voilà ce que je pouvais dire pour rééclairer ce repère. Merci beaucoup. Et c'est une bonne transition d'aborder des éléments relatifs au management. Donc, c'est le moment de clôturer cette session de questions-réponses de notre deuxième webinaire